House. House. Open and close. Have a seat. Bonjour Jean Gardy. Bonjour Fidji. Bienvenue au Cameroun. Tu y es pour la 13e édition du Domaf. Et ce n'est pas la première fois d'ailleurs. Non, c'est pas du tout la première fois. Je peux dire que même les gens disent que je ressemble à un Bassa. Oui, depuis Montréal, les gens disent ah lui, c'est un Bassa. Non, le Cameroun c'est chez moi. C'est le pays qui m'a accueilli vraiment. J'ai connu la vraie fraternité humaine et c'est un pays d'opportunités et c'est un pays qui m'en a révélé beaucoup sur moi-même. Super. Ce n'est pas la première fois que tu viens au Cameroun. Non, ça doit être la 3e fois, je crois. Ah, tu es un Camerounais même, hein? Non, mais à chaque fois, c'est une nouvelle expérience. Hein. Non, à chaque fois, c'est une nouvelle expérience. À chaque fois, c'est les rencontres diffèrent, l'expérience diffère. Et cette année, pour la première fois, j'ai eu l'occasion de faire un peu de tourisme, de voir le pays, de voir la nature, de voir un peu l'extérieur de Douala. Donc, pour moi, c'est sûr que tout au long de ma vie, c'est un endroit où je vais toujours revenir parce qu'au-delà de l'expérience, on peut dire entre guillemets touristique ou sociale, j'ai beaucoup d'amis, dont toi, beaucoup de gens que j'ai rencontrés que je suis beaucoup attaché à eux. Donc, les relations qu'on a font partie aussi de l'attachement qu'on a à un pays. Super. Alors, tu es un rappeur haïtien qui vit à Montréal. Afropologie, c'est ton dernier album qui va sortir en 2025, on en parlera. Oui. Mais dis-moi, Haïti, Cameroun, Canada, Cameroun, qu'est-ce qui semble être beaucoup plus distant? C'est une très bonne question parce que la distance, elle est là en kilomètres, mais à l'intérieur de moi, tout se rejoint. Parce que le Canada, c'est l'endroit où mes parents ont immigré dans les années 70 pour chercher une meilleure vie. Super. C'est ce mouvement-là qu'ils ont fait et le fait que je sois né là-bas qui m'ont permis d'évoluer en tant qu'une personne sociale qui a grandi dans une forme de structure, une société, tout ça. Du côté haïtien, vraiment, c'est ma famille, ma culture, mais beaucoup ma grand-mère qui m'a beaucoup enseigné Haïti, comment Haïti était. Oui, moi j'ai grandi avec elle, donc elle était vraiment mon vecteur culturel. Et je suis déjà allé en Haïti une fois. Et moi, durant presque toute ma jeunesse et mon adolescence, j'étais dans une église chrétienne haïtienne. Donc ça, c'est ça qui m'a donné, en gros, ma culture, tu vois, haïtienne. Maintenant, quand on parle du côté africain, tout ça, c'est que si on se promène tous nous quatre dans la rue, personne ne saura qui on est. Ah oui. Ça, c'est le rapport avec... Personne ne saura que lui, il est haïtien. Lui, il est camerounais, non. lui, il est ivoirien. Ok, il y en a toujours les scanners, là. Ils vont voir dans le style, dans l'accent. Mais si nos bouches sont fermées, on s'habille un peu de la même manière. Donc, c'est pour te dire qu'il y a plusieurs dimensions. Et ce sont toutes ces dimensions-là qui se retrouvent dans mon projet. Ah, super. Haïti, c'est un pays des Caraïbes, situé sur l'île d'Hispaniola. C'est un territoire qu'il partage avec la République dominicaine à l'est. On se souvient encore de ce séisme en 2010 qui a laissé les traces encore visibles et qui a ému le monde entier. D'ailleurs, Wyclef Jean, qui est l'un des artistes populaires haïtiens, a repris We Are the World de Quincy Jones avec des gros stars du rap et de la pop US pour venir en aide aux sinistrés. Alors, toi qui es né au Canada, mais haïtien, comment toi tu l'as vécu ce drame? Déjà, je me rappelle le jour de ce drame-là et je travaillais dans une banque et on était dans le bureau et j'avais beaucoup d'amis, eux, qui étaient nés en Haïti et qui étaient ici. Et puis les gens ont commencé à courir, à parler, il y a un tremblement de terre qui s'est passé. J'ai une bonne amie à moi aussi qui a perdu sa sœur. Le tremblement lui-même est tombé. Il y a un bloc de béton qui était tombé sur sa jambe. Et quelques jours après, ils ont essayé de l'amputer. Et après ça, elle est morte. Donc, il y a aussi des milliers de personnes qui sont mortes. Et il y a beaucoup de structures qui ont été détruites. Et cet événement-là, vraiment, c'est un événement qui a apporté beaucoup de vie et qui a quand même déstructuré le pays d'une certaine manière. Les tragédies, les embûches, les problèmes, c'est du commun des humains. Mais comme moi je le dis toujours, je suis toujours dans la lumière et la positivité, que tout peut changer et tout peut s'améliorer.
Donc, Wyclef Jean, vraiment, Wyclef Jean, c'est un être, un artiste très puissant, extrêmement talentueux, qui a porté le flambeau de la fierté haïtienne vraiment à travers le monde et jusqu'à aujourd'hui. Par rapport à sa musique, ses thèmes, son identité. Quand on voit le premier album de Carnival, comme il chante des chansons créoles, il chante des chansons dans jazz, rara. Donc, c'est un des pionniers de la musique qui nous a marqué, surtout dans la communauté, pour nous dire c'est correct d'être toi-même, de chanter dans ta langue, c'est correct. Donc, c'est cette dynamique-là qui aide et qui forme vraiment une identité artistique pour beaucoup d'artistes haïtiens. Ah, super. Et donc, il représente beaucoup pour Haïti. Ah, beaucoup. Ouais, les gens, c'est comme le prince d'Haïti. Tout le monde connaît ses chansons, tout le monde le connaît, tout le monde sait qui il est. C'est un fils de pasteur qui est entré dans la musique, qui a émigré à New York. Je me rappelle quand j'étais jeune, il y avait une chanson qui s'appelait Sans fusil, dit Haïtien Cap dit marcher New York sans fusil. Et puis, dans la chanson, il parlait, dans le fond, du racisme et comment, quand il était à New York, on le considérait comme un sous-humain, on l'insultait. Et moi, à l'époque, dans le quartier où j'habitais, j'étais vraiment très minoritaire en termes de couleur. Donc, ces chansons-là étaient venues me chercher. Et c'est à travers ces morceaux-là que moi, je me suis accroché à lui parce que quand un artiste partage des thèmes qui nous touchent, ça nous marque et ça nous lie avec cet artiste. Alors, Haïti, c'est pas trop la grande forme aujourd'hui. Avec ce qui se passe de ce côté, les troubles, les informations qui révèlent que je pense que les populations aujourd'hui sont obligées d'être self-defense, elles-mêmes prennent les choses en main. On a le fameux barbecue oui, qui essaye de faire en sorte que les personnes qui sont à la tête de ce pays actuellement puissent se déguerpir. Et Haïti aujourd'hui est en sang, en feu. Comment toi tu perçois ça? Haïti, c'est la souffrance qu'Haïti vit est un grand mélange de beaucoup de facteurs, une combinaison de beaucoup de décisions de 1804 à l'évasion américaine en 1915, au règne des Duvalier, père et fils, à Aristide, à la dictature, à l'invasion française, les Libanais, Haïti, l'hégémonie, la guerre des races, des couleurs, la République dominicaine qui doit tout faire pour qu'Haïti ait l'air misérable, pour que les autres se sentent bien. Haïti, c'est un lieu, un endroit où tout a été mis en place pour que rien de concret se passe au niveau de la société. Donc, pour qu'une société soit structurée, il faut qu'elle ait des leaders. Haïti, souvent, ces leaders sont choisis. Ils ont des agendas. Et Haïti paye le prix, en gros, de son indépendance. Quand ils ont massacré les Français, les Anglais, les Espagnols, ils ont aidé même le Venezuela à se libérer. Donc, Haïti est rempli de gens avec des grandes potentialités qui ont besoin de se rendre compte que leur seul moyen d'arriver à leur but de se libérer, c'est de se mettre ensemble. Donc oui, la situation est difficile, mais il y a des gens qui vivent au jour le jour, il y a des enfants qui naissent, il y a des gens qui mangent, il y a des gens qui sourient, il y a des gens qui pleurent. C'est vraiment au niveau de la direction, la tête du pays et la guerre des avantages, la guerre des ressources qui met le pays dans cette dimension-là. Il y a les... C'est ça. Et puis, tu es né au Canada. Oui. Tu te sens beaucoup plus canadien qu'haïtien ou haïtien que canadien? Bon, moi, je suis né au Canada, je suis haïtien, mais aussi, j'ai grandi à Montréal. À Montréal, on a une particularité identitaire. Même t'es venu, à Montréal, on a comme un slang, on a comme une manière de parler, une manière de s'amuser. C'est une question très complexe parce que le fait d'être Canadien de naissance, peut-être pas de couleur, me donne, en guillemets, tous les avantages de l'être. Les visas, les voyages, les subventions, la santé. Au Canada, enfin, t'as donné tout, quoi. Bien sûr, je ne vais pas cracher sur un pays qui, malgré certaines positions, m'ont supporté dans certains de mes projets où je ne cachais pas mes intentions. Donc, et c'est sûr qu'ils ont des dossiers qui sont questionnables comme n'importe quelle grande nation.
Mais pour moi, l'important, c'est d'être identifié à l'essence même que je suis. Un esprit qui a une expérience humaine et qui veut devenir la meilleure version d'elle-même. Pour moi, c'est ce qui est le plus important dans mon identité. Parce que personne n'a pas choisi d'être né au Cameroun. Moi, j'ai pas choisi d'être né à Montréal. Peut-être que dans le chemin de l'esclavage, ton arrière-grand-père et mon arrière-grand-père, un a fait à gauche, l'autre a fait à droite. Toi, tu es resté ici, moi, je suis parti. Et l'inverse aurait pu arriver aujourd'hui. Donc, je suis né dans un système, un monde où il y avait beaucoup de paramètres qui existaient déjà. Mais le paramètre le plus important, c'est le mien et c'est celui que je change. C'est vraiment aller au maximum de mon potentiel. Comment le rap entre dans ta vie, Jean Garvey? Qu'est-ce qui t'a attiré vers le rap poétique et non à un autre rythme? Tu aurais pu faire autre chose, non? Moi, le rap, vraiment, premièrement, le rap ou l'art commence à l'âge de 10 ans, quand j'ai commencé avec le théâtre. Donc, déjà, à l'âge très jeune, apprendre des textes, retenir des textes, faire des mises en scène, se produire sur la scène, les bases étaient là. Après ça, c'est la musique. J'étais dans la chorale. Chanter, affronter le public, les bases étaient là. Après ça, c'est la batterie, le rythme, calculer, apprendre un instrument, accompagner des gens, la base était là. En 1900, quand je suis arrivé ici là-bas, on dit secondaire 3 ou 4, donc peut-être j'avais 16, 17, 15. Quand je suis allé à l'école secondaire en banlieue de Montréal, j'avais des amis, Dimitri, Kirby, et puis Eric Gauthier. Eux autres, vraiment, étaient déjà dans le hip-hop et ils écrivaient des textes de rap. Comme moi, j'avais déjà le théâtre, tout ça, ça a été très facile pour moi. Et c'est vraiment mon ami Kirby, lui, qui m'a montré comment écrire le 16 bars. Et je me rappelle le jour encore quand je l'ai appelé pour dire « ça marche ». J'avais mis une chanson de Mobb Deep et j'avais commencé « Où ce que Prodigy commence et où ce que Prodigy finit » et ça a marché. Donc je me rappelle encore de ce moment-là. Donc, et puis aussi, le fait que j'ai toujours eu la fibre revendicatrice, j'ai toujours voulu parler des choses que je trouvais aberrantes. Donc c'est comme ça que le rap est rentré quand Biggie, Tupac, la fin de leur règne. Après il y a eu les Snoop, les Puff, on écoutait les CD, les DMX, les Dr. Dre. Les CD c'était de l'or. Donc en fait là, ce sont tes influences. Oui, en à gros. Cette époque-là. Oui, mais où ce que moi aussi je suis, c'est que moi aussi je suis producteur, je compose des morceaux aussi. Et c'est un jeune garçon qui s'appelle Étienne. Il m'avait donné une disquette et puis il y avait Fruity Loop 1. Ah. Le 1, 1, 1. Le fameux Fruity Loops 1. Oui, quand tu l'ouvrais. Donc moi j'ai connu ça. Donc avec un ordinateur qu'on pouvait pas mettre les effets. Parce que si tu mettais les effets, l'ordinateur bloquait. Voilà. Moi c'était comme ça. Même il y a des gens dans la salle qui rient, ils comprennent le truc, le défi. Donc on mettait le programme, on mettait les effets, on exportait, on écoutait. Tu vois le truc? Pour voir si ça résonne. Oui. Et puis des fois on pouvait mixer sans entendre, tellement on était habitué. Donc moi c'est comme ça. Et puis c'était devenu une obsession tous les soirs. Et puis c'était vraiment une guerre, pas une guerre hostile, mais l'autre faisait, on se rencontrait. On écoute le tien, on écoute le mien. Moi je donnais à l'autre, l'autre rappelait sur le mien. Donc c'est là que ça a commencé. Et est-ce qu'aujourd'hui tes influences sont les mêmes d'hier avec l'ouverture d'esprit que tu as? Mais mes influences ont beaucoup changé parce que j'ai compris que pour développer le style de rap que je veux faire et que je fais, j'ai trouvé un exercice de rapper sur tout type de musique. C'est mon exercice. Donc je peux écouter Bambia Jazz, je vais rapper là-dessus. J'ai écouté du compas, j'ai rappé là-dessus. J'ai écouté du jazz, j'ai rappé là-dessus. Donc, j'ai trouvé une manière de construire mon muscle vocal en me laissant influencer par toutes sortes de types de musique. Et la meilleure manière de me laisser influencer par un style de musique, c'était de rapper dessus. Donc moi aussi, au secondaire, j'avais un ami qui s'appelait Eric. C'est lui beaucoup qui m'a fait connaître les chansons des années 50, 60, les vinyles. Ah oui. C'est chez lui, on a toujours cet ami-là. Qui a tous les vinyles, son père a un peu d'argent. Les vinyles, la discothèque de papa. Ouais, lui il avait ça et puis son père avait un peu d'argent donc lui c'était le fils à papa, son père lui achetait tous les trucs et puis le vendredi, le samedi on allait dans sa chambre et puis on fumait à l'époque, on buvait de l'alcool
Et là, il n'y avait pas de soucis, donc il n'y avait pas de batterie, il n'y avait pas de stress. On pouvait faire ça. Maintenant, il y a trop de soucis, on peut plus faire compliqué. ça. Mais avant, c'était juste ça. Et puis après, on fumait, on allait dans la voiture, on faisait des freestyles, on enregistrait, ils pouvaient enregistrer dans l'auto. Première fois que j'ai enregistré, c'est sur des cassettes avec, tu connais le micro de ordi, là, le blanc. Si. Le petit long blanc avec les speakers, là, que tu faisais, bon. Donc, c'est comme ça, on écoutait les vinyles. C'est lui qui m'a montré. Regarde, le hip-hop, là, c'est beaucoup de sampling. Et puis, c'est comme ça que, même des fois, il m'en envoyait. Donc, c'est comme ça que j'ai construit vraiment la base de ça. Donc, mes influences, vraiment, sont très larges. Maintenant, pour réaliser mon projet, j'ai dû aller dans les gens qui sont proches de moi, comme les Freddy Massamba, les gens que j'ai beaucoup vus sur scène. Vous voyez, les Lidol, les Mariuska, que j'ai côtoyés en profondeur à travers les résidences. Donc, j'ai les Armand Biak. Et c'est tous ces gens-là que j'ai côtoyés, qui sont des grands artistes, mais que j'ai appris la rythmique. Oh, ok, il faut appuyer le S. Oh, ça change qu'on part d'une autre manière. Ouais, des petits trucs comme ça. Et puis aussi, j'ai commencé à plus aller à la base des patterns rap, écouter les Rakim, les premiers rappeurs, pour comprendre comment ils naviguaient sur le temps. Ah, les refrains commencent beaucoup sur le 3 et le upbeat du 4. Bon, j'ai trouvé des petits repères qui m'ont aidé à avancer plus dans placer les mots dans les temps. Donc c'est comme ça que je m'influence en écoutant beaucoup de musique de tous les genres. Des fois aussi, je vais rechercher, mettons Max Martin, c'est un producteur qui a écrit tous les tubes de Britney Spears ou des Backstreet Boys ou quelque chose comme ça. J'aime pas ces groupes-là nécessairement, mais quand les autres ils jouent quelque chose, tout le monde chante. Il y a un secret là-dedans. Donc il y a des inspirations qui sont par recherche. Pourquoi la chanson de Backstreet Boys, là, tout le monde dit quit playing games with... Il y a quelque chose. Il y a un secret. Ouais, il y a un truc. Peut-être que je peux pas faire le même style, mais il y a quelque chose à apprendre dans le morceau. Et donc, c'est comme ça que, à tous les niveaux, je m'influence. J'ai les chansons du commun, j'ai les chansons que j'écoute intentionnellement, j'ai les chansons que je recherche. Vous voyez, c'est comme ça que je fais mon Et à quel moment travail. tu te dis que tu dois faire carrière, que la musique, le rap, doit être une carrière et non plus un hobby avec tes potes? Mais moi, j'ai toujours grandi dans l'art. C'est pas une décision que j'ai dû prendre. C'est quelque chose qui était simplement en moi. Quand tu commences quelque chose jeune, même si tu le nies, il est en toi. Mais même si c'est un hobby? À l'âge de 12, 13, 14 ans, le 25 décembre, les gens attendaient ma pièce de théâtre pour rire. Moi, j'ai reconnu cette pression-là. Le jour de Noël, c'est ma pièce de théâtre qui faisait rire les gens. Le summum. Il y avait d'autres grands avant moi, mais moi, j'ai marché dans leurs pas. Comme moi, j'avais déjà connu ça. Prendre l'avion, prendre l'autobus pour aller à New York, jouer dans d'autres églises. Donc, tu connais un peu ça, la tournée? Oui, c'est ça. Être artiste, c'est juste que quand le hip-hop est arrivé, c'est plus individuel que la musique de groupe. Donc là, tu prends le micro toi-même. Après, j'ai juste senti que j'aimais ça, faire ça. Pour de vrai, si je pouvais te dire que c'est une décision intellectuelle, ce serait faux. Si je réponds juste à l'appel qui est dans mon cœur. Tu parles beaucoup trop de batterie. Oui. Ton instrument de prédilection. Oui, parce que c'est le rythme. Il y a les triolets, les paradiddles se retrouvent dans le rap beaucoup. Les passes de batterie, c'est souvent la manière que les rappeurs chantent. Dès qu'on fait la connexion, on comprend. Donc, c'était vraiment pour moi important. Alors, tu mentionnes aussi des artistes comme The Roots, un groupe de hip-hop américain originaire de Philadelphie, Pennsylvanie, créé en 1987 avec des influences de jazz, de rock, de soul, mais également Robert Glasper, Oui. pianiste de jazz. Ces artistes, tu les cites comme influence. En quoi est-ce que leur musique aujourd'hui marque ta propre création? Mais The Roots, comme moi, j'ai évolué dans la musique live et j'aimais le hip-hop. C'est le premier groupe auquel j'ai pu m'accrocher. Moi, j'aime la musique live et j'aime le hip-hop. C'est tout ce que le The Roots représentait. La basse, quand la basse joue, le gars rappe, le flow, les tonalités mineures, les tonalités qu'on retrouve pas dans le rap traditionnel. Questlove, Black Thought qui rappe avec Erykah Badu, le Neo Soul. C'est ça mon truc. Robert Glasper, lui, présentement, il gagne des Grammy. Les musiques qu'il fait, les accords, son approche, c'est vraiment le type d'environnement musical que j'aime beaucoup. Parce qu'il y a une liberté dans sa musique. Il fait des collaborations
avec différents artistes. Il est là, il est présent, il reste unique. Il joue le piano. Je trouve qu'il y a une authenticité chez lui que j'adore. Et le jazz, le gospel, le soul, le hip-hop, le blues, tout ça s'est réuni à l'intérieur de lui. Donc, ces genres de groupes-là, de Rules or the Glassway, pour moi, c'est un peu mon encyclopédie. C'est le gros livre que quand ton inspiration primaire baisse, laisse-moi aller écouter ça. Ouais, il y a quelque chose dans sa musique, tu vois, il faut quand tu es un créateur que tu as les endroits où aller chercher. C'est en voyageant, tu vois des gens qui te ressemblent, qui font d'autres choses. Et puis c'est comme ça que tu te libères de cette prison, de cette manière de penser. C'est comme ça que dans mon projet Afropologie, qui va paraître en 2025, les gens vont pouvoir découvrir, cette fusion de couleurs et de saveurs. Venons-en à parler de tes racines et les voyages que tu as effectués à travers le continent. Déjà, la quête de tes origines ancestrales. Je pense que c'est important pour toi. La chose qui est la plus importante pour moi durant mon existence sur la Terre, c'est d'atteindre le meilleur niveau que mon âme peut obtenir. C'est tout. Alors ici, il faudrait que j'aille en Chine. Peut-être que je serais allé. Je suis noir. Ma vérité, elle est ici sur le continent. Ou une partie de ma vérité, elle est ici. Et c'est un chemin qui se fait d'une manière naturelle. Et c'est un chemin qu'on voit qui était écrit même dans les étoiles. Quand je fais la liste des gens que j'ai rencontrés pour m'amener ici, là, à Douala, Bona, Moussadi, à l'aise avec mes frères, c'est un chemin intérieur avant d'être extérieur. Donc, je suis pas quelqu'un qui est en mode explorateur, genre je quitte le Canada, oh, je suis en Afrique. Non. C'est sûr qu'au début, quand tu voyages les premières fois, ça te choque. Mais plus que tu deviens mature, tu vois qu'on vit tous les mêmes défis. On essaye tous de devenir nous-mêmes. On a chacun nos maladies, nos problèmes relationnels. Donc c'est ça qui me particularise. Mais c'est sûr que de l'extérieur, quand les gens regardent juste ce qu'ils voient sur Internet, ils vont penser que c'est un mi-touriste, un mi-explorateur. Ils comprennent pas. Ou non, ils vont jamais réellement comprendre parce que c'est moi qui les fais pas comprendre. Parce que je dois garder le secret. Et les gens veulent pas vraiment comprendre. Au fond. Donc, où est-ce qu'ils vont pouvoir comprendre? C'est à travers la musique, les spectacles, les entrevues. Oui, exactement. Moi, des fois, les gens me disent des choses qu'ils pensaient de moi ou qu'ils pensent de moi. Ça me surprend. Parce que des fois, les gens me décrivent d'une manière que c'est totalement pas moi. Ou que c'est totalement moi. Donc, chaque personne a une manière différente de se voir. Donc, le continent africain, je sais pas, il y a des pyramides qui ont 10 000 ans. Bon, peut-être ça existe depuis 100 000 ans. Mais on va dire la civilisation, 200 000 ans. Mes ancêtres ont été en Haïti 400 ans. Et moi, j'ai fait 40 ans au Canada. 440 ans hors d'ici. Je sais pas. Tu vois ce que je veux dire? À la fin de la journée, on essaye vraiment de nous faire croire quelque chose pour pas qu'on soit comme ça. Parce que la force, elle est là. Et donc, je souligne que la quête de tes origines t'a conduit en Afrique, en Côte d'Ivoire, mais aussi au Cameroun. Encore aujourd'hui, tu sors de Kribi, une ville balnéaire du Cameroun ouverte sur l'océan Atlantique, mais aussi une ville historique quand on parle de déportation des Noirs vers les Amériques. Et donc, tu y étais, tu t'es reconnecté. Qu'as-tu ressenti de cette expérience? Ah, beaucoup de choses. Pour moi, c'est un luxe de pouvoir me réveiller le matin et marcher sur la plage. C'est un grand luxe. Il y en a qui payent des milliers de dollars pour vivre ça. Se réveiller le matin, marcher sur la plage, voir des pêcheurs qui tirent des filets. C'est-à-dire que d'ici 1 semaine et demie, je serai dans le froid comme ça, dans le trafic, avec la fumée blanche qui sort de ma bouche, avec mon petit garçon en arrière. Hey, je veux pas aller à l'école. Tu vois le truc? C'est un privilège. Et en allant à Kribi, j'ai vraiment senti une énergie réelle. Mais la chose qui était la plus passionnante à Kribi, c'est que j'ai eu l'opportunité d'aller sur la rivière Lobé, c'est ça? Les chutes de la Lobé. Oui, les chutes de la Lobé. On a remonté la rivière sur une pirogue. Pas canot, là, pas bateau. Pour aller voir les pygmées. Oui, et on est allé voir les pygmées. Donc j'ai vu le chef pygmée, on a parlé, on a échangé. Il m'a donné quelques trucs que je peux pas répéter en ondes. Quelques objets que je peux pas montrer. Faut couper ça au montage.
Mais en gros, je trouve ça très spécial de vivre dans un endroit où il y a la ville, il y a le bar, il y a le stade, il y a le restaurant, il y a la rue, il y a les pygmées, il y a le fleuve, il y a les chutes. Il y a un écosystème vraiment riche, rempli de potentiel. Donc, cette expérience-là était très enrichissante. Le fait aussi d'être allé pour le festival de Blick Bassi, qui a fait un énorme travail à Africa Prod Fest. Africa Prod Fest. C'est un énorme travail pour une première édition. Tout était parfait, le son, la réception des gens. Chaque soir, on était bien traités. Les artistes qu'il a choisis, sa vision artistique, tout ça au Cameroun. Et j'ai eu l'opportunité de le voir en prestation pour la première fois. Quelque chose que je vais jamais oublier, quelque chose que même moi je vais retenir pour mes prestations, des trucs, des choses que j'ai vu qu'il a faites. Donc, c'était vraiment, vraiment un moment très, très enrichissant. En discutant avec toi, en écoutant ta musique, je constate que tu es quelqu'un de très perché dans tes discours, de très poétique dans ton langage et ton écriture, de très philosophique et de très centré vers l'humain et les traditions. Tu es connu pour tes textes poétiques et métaphoriques. Quelle est ton approche de l'écriture? Et surtout, quelle est la valeur de la poésie dans l'écriture de tes chansons? Mon approche poétique s'est beaucoup modifiée avec le temps. Et actuellement, j'essaye de créer une approche poétique où j'aime déconstruire mes sujets à travers les expériences de ma vie. Parce que je trouve que le texte a une profondeur différente lorsqu'on parle des choses qu'on a vécues en métaphore et en parabole, en juxtaposition, en énumération, et qu'on s'exprime en puisant dans son existence. Pourquoi? Parce que même moi, quand je le performe, et je dis pendant les jours de pluie, c'est là que je pense à ma vie, les vibes intenses, moi je sais ce que ça me fait. Quand je sais que ce que je dis, je l'ai vécu. Donc c'est là mon approche d'écriture. Il y a aussi la narration, mais vraiment, avant j'étais beaucoup philosophique, plus en profondeur, mais j'ai compris que il faut faire des produits, c'est comme la nourriture, des produits, des éléments que les gens peuvent consommer. Oui, de cette manière. À Montréal, surtout chez les artistes afro-descendants, est-ce qu'on accorde autant d'importance à ces valeurs d'écriture et de poésie? Oui, il y en a. Il y a beaucoup d'artistes, Joyce Sana, Kizaba. Il y a beaucoup d'artistes à Montréal que je côtoie qui sont très revendicateurs, qui ne cachent pas leur identité Vibi, qui parlent toujours de la condition du peuple noir dans ses chansons, la libération, la révolution. Donc oui, je côtoie beaucoup d'artistes qui sont dans la même veine. Donc, il y en a beaucoup qui, pas nécessairement qui vont au front, mais c'est ce qui nous inspire, c'est ce qui nous motive. On veut dire des choses, chanter des choses qui peuvent créer une étincelle, comme Tupac l'a dit. Peut-être que je vais pas changer le monde. Moi, j'ai la même chose. Si je peux créer une étincelle dans le cerveau d'une autre personne qui va peut-être changer le monde ou qui va améliorer sa condition, ça va être satisfaisant. Parce que si je suis ici aujourd'hui, c'est parce qu'il y a des gens qui ont créé des étincelles dans mon esprit. Ils ont essayé de créer des étincelles sur 10 000 personnes. Peut-être il y a un Jean Gardy qui a pris. Chaque génération, il y en a 3, 4, 5, 6, 20 qui prennent. Et c'est l'accumulation de ces gens-là qui crée un changement réel. Et quelle est l'importance que tu accordes à l'animation d'ateliers d'écriture pour la nouvelle génération? Parce qu'il faut bien transmettre, non? Bien sûr. Moi, depuis 10 ans, je travaille avec les jeunes de l'ouest de l'île de Montréal. Donc moi, je donne des ateliers d'écriture à des jeunes qui sont des nouveaux arrivants. Donc, par le français, nous, on les initie à l'écriture poétique et le rap. Donc, ça fait vraiment une décennie que je fais ça. Et à chaque année, c'est le meilleur moment de mon année. Ah. Oui, parce que j'ai des jeunes maintenant même qui sont à l'université qui m'écrivent encore. Parce que ce que je leur vends, c'est pas nécessairement d'écrire, oui. Je leur vends le fait que dans la vie, il y aura des moments où on va pas faire des choses qui nous plaisent. Mais c'est souvent les choses qui nous défient, qui ne nous plaisent pas, qui nous amènent au prochain niveau. Dès qu'ils sont capables d'incorporer cette idée-là, ça décolle. Donc moi, c'est très important. Les moments que j'aime le plus, à part être sur la scène, dans le studio, être avec des gens comme toi, c'est être entouré de gens avec qui je peux partager quelque chose. Good. Et puis, venons-en à l'afropologie, Oui. le concept. Comment tu définis l'afropologie? C'est quoi l'afropologie? Le concept de l'afropologie, c'est de l'inconnu quand même pour moi. Parce que c'est quelque chose qu'on m'a donné.
C'est comme on m'avait donné un bébé que je dois faire grandir. Ce que je sais, c'est que ce concept-là donne déjà fruit et m'ouvre déjà des portes. Et que le mot afro réfère à la culture noire et logis à la réflexion. Et c'est un projet qui veut nous pousser à la réflexion. La première étape qui transforme tout. Tout ce qu'on vit. La lumière, le quartier, le sofa, la caméra, nos vêtements. Les gens. Ça, les gens. Le concept de la société a commencé dans l'esprit de quelqu'un. Donc, réfléchir sur nous-mêmes, c'est la première étape. Et dans le projet, c'est ça que je détaille à travers les morceaux. Afropologie, c'est aussi le titre de ton album qui sortira en 2025. Un mélange de rap, de slam, de poésie, de jazz, de soul, de sonorités traditionnelles afro-haïtiennes. Tu nous en parles? Oui, bien sûr. Donc, il y a des saveurs mandingues, il y aura des saveurs créoles, il y aura du néo-soul, il y aura du jazz, il y aura du compas, donc aussi l'afrobeat, mais toujours à la saveur afropologique où ce que les mélodies et les rythmes ont toujours une base de soul, de jazz et aussi qui laisse beaucoup de place au franc parler. Combien de titres? On a travaillé peut-être 14 titres, mais à la fin, bon, on va peut-être retrancher et sortir des singles. Mais là, moi j'ai travaillé 1 an et demi sur la pré-production parce que pour recevoir, il faut avoir. Donc pour que les gens autour de moi puissent intervenir, j'ai dû leur dire, hey, moi j'ai fait ça. Parce qu'on donne souvent à celui qui a. Donc 2025, et si tout va bien, c'est même au Cameroun que je vais finaliser le projet au Lab. Ah oui. Donc au Lab avec toute l'équipe du Lab, visuel, sonore. Et moi je compte venir ici 2-3 semaines. Et puis on fait ça. Ouais, on fait ça bien. On recherche, on va chercher des musiciens. Même si j'ai la base, mais si on a la percussion, on peut aller chercher un percussionniste traditionnel pour rajouter. C'est ça qui fait la magie d'un album. Souvent, j'ai écouté une entrevue de Quincy Jones que quand il faisait une chanson de Michael Jackson, il y avait un ami qui jouait la guitare d'un genre. Il a fait prendre un avion, venir au studio pour faire 4 accords. Parce qu'il sait que lui, pas qu'il est le meilleur, mais lui, il joue d'une manière que c'est ça qui est nécessaire. Mais au Cameroun, tout ça, c'est possible. Et d'une autre, c'est vrai, au Cameroun, c'est possible. Tu peux connaître tel instrument de musique, tel gars que tu sais, il y a des spécificités musicales qui sont très accessibles. Oui, on peut faire le truc par email et tout ça, mais il n'y a rien de meilleur qu'être en personne. Des collabos? Il y a des excellents musiciens au Cameroun. Des collabos dans l'album? Bon, c'est sûr que moi, j'avais déjà Freddy Massamba qui était sur mon album. Super. J'avais Nanette du Gabon qui était déjà sur mon album. Là, c'est sûr que c'est des gens que je vais garder. Maintenant, c'est sûr que j'avais rencontré DB, j'ai oublié le nom. Il joue le Mvet. Ah oui. Il est grand, il a les cheveux carrés là. Oui. Il avait performé au Domaf. Au Domaf, oui. Je l'ai vu à Kribi, on a parlé. Il m'a dit qu'il serait très intéressé à faire une collaboration. Parce qu'il dit qu'il comprend mon rap parce qu'il était dans le hip-hop. Il trouve ça très bon. Et lui, il a un autre univers. Et puis, il m'expliquait que c'est quand souvent les collaborations qui sont fortes, qui fonctionnent, c'est quand 2 univers se rencontrent. Et lui, il voulait faire rencontrer nos 2 univers. Donc, c'est peut-être quelque chose qu'on va travailler. Ah, t'es cultivé, hein, sur le Mvet, tout ça. Ah, moi, je joue pas, hein. Le monde pense qu'il fait les instruments et tout. Il pense qu'il fait pas les chocos et tout. Moi, je suis tout, hein. Ah, mon cerveau, là, et lui, là. Mais le Mvet dans l'anthropologie, ce serait. Oui, non, moi, j'ai déjà allé loin. Moi, j'ai déjà vu. Donc, c'est pour ça que chaque déplacement compte. Chaque endroit qu'on va, que la vie nous pousse, c'est en corrélation avec ce qu'on a demandé. Ben, écoute, c'est parce que tu es en train de partir, mais sinon, moi, je t'aurais fait rencontrer un grand frère, un tonton qu'on appelle François et Cindy, qui fabrique même aussi l'Mvet. Lui, c'est un conteur. Okay. Et je pense que vos univers fusionneraient bien. C'est super. Donc, et je pense que quand tu seras là, on fera l'effort quand même. Oui, les textes, le Mvet. Donc, c'est ça qui va donner le potentiel à l'album, qui va lui donner du degré de profondeur. Ok. Et puis, quelles sont les idées centrales que tu aimerais transmettre à travers le projet Afropologie? Premièrement, il faut être toujours fier de nos origines. Deuxièmement, on doit tout faire pour devenir la meilleure version de nous-mêmes.
Et troisièmement, il y a une force qui fait bouger les vagues, qui fait tourner le soleil, qui fait souffler le vent. Cette même source-là infinie est à l'intérieur de nous. Dès qu'on la maîtrise et on la comprend, on passe à un autre niveau. Des dates pour 2025? Bon, il y a des choses, il y a beaucoup de belles choses, mais j'aime pas dire des choses qui sont pas signées et contractées. Donc, c'est sûr que tu vas être avisé, mais il y a quand même 5-6 dates très sérieuses qui restent à confirmer. C'est la période d'application, de postulation. Donc, dès que j'arrive à Montréal, d'environ une semaine et demie, je vais prendre une semaine à appliquer avec toutes les vidéos que j'ai, mettre ça sur YouTube, recadrer l'offre par rapport à l'expérience que j'ai vécue ici pour attaquer à un autre niveau. Aujourd'hui, c'est déjà demain. Quelle est la vision de l'avenir que tu as pour ta carrière et surtout de ton impact sur la scène artistique? Moi, c'est d'aller partout dans le monde où ce que le grand créateur de l'univers va me permettre d'aller pour propager, communiquer, véhiculer et faire vibrer avec mon âme. En tant qu'artiste, comment est-ce que tu souhaites continuer à évoluer et à inspirer ton public? Plus de musique, plus de spectacles, plus d'ateliers, plus de studios, plus de santé, plus de belles relations, plus de vibrations. Meilleurs vœux, Jean Gardy. C'est mon frère pour la vie. Merci d'être passé. Ça fait plaisir. Yes, sir. Carré. Osh. Open and close. Have a seat.